Du Mali n'est pas négociable, c'est la conviction partagée par la présidente de l'Union africaine et le représentant spécial du gouvernement chinois arrivé aujourd'hui à Bamako. Les deux personnalités participeront vendredi à la réunion de soutien et de suivi sur la situation au Mali. L'Union européenne est prête à reprendre sa coopération avec le Mali. Le chef de la délégation l'a fait savoir à Ségou lors du lancement du projet de mobilisation communautaire pour l'eau et l'assainissement. Un projet de plus d'1,8 milliard de francs CFA qui va concerner 5 communes du cercle de Ségou. Aux États-Unis, Barack Obama retrouve du mordant face à Mitt Romney. Après avoir perdu des points dans les sondages lors du premier face-à-face, le locataire de la Maison-Blanche est apparu plus combatif pendant la seconde confrontation. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 17 octobre. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim. Avec moi sur ce plateau, Nyanya Alou Traoré. Bonsoir. Bonsoir, Léhi Soukoum. Avec vous, donc, le contenu du Conseil des ministres qui a procédé donc à des nominations, entendu une communication et bien sûr adopté des projets de texte. Tout à fait. Au chapitre, bonsoir à tous, au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt combiné des ressources de la Banque islamique de développement et du Fonds de solidarité islamique pour le développement, de l'accord Distina A et de l'accord de vente à tempérament signé à Bamako le 29 août 2012 entre la Banque islamique de développement et le gouvernement de la République du Mali pour le financement du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne. Le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne a pour objectif d'augmenter la productivité des systèmes de production agricole, pluviale et irriguée à travers l'amélioration de la qualité des sols, l'accessibilité aux semences, au marché et au financement. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement de la République du Mali a signé un accord de prêt combiné avec la Banque islamique de développement pour un montant de 2 740 000 $ des États-Unis, soit 1,393 milliard de francs CFA environ, et le Fonds de solidarité islamique pour le développement pour un montant de 1 530 000 $ des États-Unis, soit 778 234 000 francs CFA environ. Un accord de vente à tempérament pour un montant de 1 420 000 $, soit 722 283 000 francs CFA environ. Le projet bénéficiera directement à 80 000 familles paysannes des régions de Kay, Koulikoro et Sikassou. Les cultures cibles sont les produits alimentaires de base, notamment le riz, le maïs et le mil sorgho. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 29 août 2012 entre le gouvernement de la République du Mali d'une part, la Banque islamique de développement et le Fonds de solidarité islamique pour le développement d'autre part pour le financement du projet village du millénaire. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement du millénaire, le gouvernement de la République du Mali a signé un accord de prêt combiné avec la Banque islamique de développement pour un montant de 2 millions de dollars des États-Unis, soit 1,17 milliard de francs CFA environ, et le Fonds de solidarité islamique pour le développement pour un montant de 6 millions de dollars des États-Unis, soit 3,51 milliards de francs CFA environ. Ce prêt est destiné au financement du programme Village du millénaire qui vise à améliorer les conditions de vie des populations du village millénaire de Tibi dans les communes rurales de Djoro et de Farakoumassa dans la région de Ségou. Les domaines concernés sont la santé et la nutrition, les infrastructures et l'énergie, l'éducation et l'égalité des genres, l'agriculture et le développement des entreprises, le microcrédit et la finance rurale, l'environnement, la recherche et le développement.
3. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord Distina A signé à Bamako le 29 août 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de développement rural intégré de Kita et ses environs, phase 2. Par le présent accord, la Banque islamique de développement met à la disposition du Mali un prêt d'un montant de 23 710 000 $ des États-Unis, soit 12 milliards 60 millions de francs CFA environ. Le prêt est destiné au financement des travaux d'aménagement de 1100 hectares de bas-fonds dans le cercle de Kita et de 680 hectares de périmètre irrigué à Manantali, la réalisation de 110 km de pistes rurales, d'un pont sur le Daroumé et de 30 nouveaux forages dans le cercle de Kita. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil des ministres a adopté des projets de décrets fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement et déterminant le cadre organique du Centre national des concours de la fonction publique. Le Centre national des concours de la fonction publique a été créé par une ordonnance en date du 4 mars 2009. Le centre, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, connaît des difficultés liées à l'inexistence d'une cellule d'informatique et de statistique, l'insuffisance et la faible capacité des ressources humaines, l'incohérence entre le décret déterminant le cadre organique de la structure et celui fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement. Les présents projets de décret sont adoptés en vue de combler ces lacunes en réorganisant le Centre national des concours de la fonction publique, en redéfinissant ses attributions et en le dotant de ressources humaines nécessaires à son fonctionnement. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, aux fonctionnaires de défense auprès du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, colonel Kolo Djara. Aux fonctionnaires de défense auprès du ministère des Transports et des Infrastructures routières, colonel Andrian Konaté. Aux fonctionnaires de défense auprès du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, colonel Sylvain Somboro. Aux fonctionnaires de défense auprès du ministère des Affaires religieuses et du culte, colonel-major Issa Togola. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, conseiller technique, Ruben Terra, ingénieur des constructions civiles. Abbas Yalkouye, ingénieur des constructions civiles. Chargé de mission, Amadou Ombotimbe, professeur. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, conseiller technique, Birama Djonko, assistant de recherche. Au titre du ministère délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du Budget, chargé du budget, chef de cabinet, Lanciné Doumbia, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire, le Conseil des ministres a attendu une communication relative à la situation alimentaire et à l'évolution des prix des produits agricoles. S'agissant de la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans notre pays à la faveur d'une part d'une bonne production céréalière qui s'annonce et d'autre part de l'amélioration de la production laitière dans la zone pastorale. L'approvisionnement des marchés en céréales est globalement satisfaisant. En perspective, le niveau de sécurité alimentaire devrait s'améliorer davantage avec les déstockages d'anciens stocks au niveau des grandes zones de production. S'agissant des prix des produits agricoles, la période du 4 au 10 octobre 2012 se caractérise par une prédominance de la stabilité des prix sur les marchés. On note toutefois quelques baisses significatives des prix aux producteurs des céréales sèches, notamment le sorgho. Sur les marchés de consommation, des baisses de prix s'observent également et sont assez répandues pour le niébé comparativement aux céréales. L'état d'approvisionnement des marchés est globalement moyen. Voilà pour le conseil d'aujourd'hui. À vous, Dei Sissoko. Merci, Nyanya Alou Traoré. Alors, on vous retrouve samedi pour le journal de 20h. Tout à fait. Merci.
Le président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré, a reçu cet après-midi en audience le directeur exécutif d'ONU-SIDA. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur la santé, l'éducation et plusieurs secteurs porteurs. À propos de la lutte contre le VIH-SIDA, Michel Sidibé s'est dit attristé puisque plusieurs malades ne parviennent plus à accéder aux soins compte tenu de la situation que connaît notre pays. Michel Sidibé, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Amadou Sankari. Le président de la République, bien sûr, a partagé avec moi son sentiment sur comment il faudrait maintenir le secteur social en vie, comment il faudrait surtout continuer à se battre pour que la santé, l'éducation et tous ces secteurs qui sont porteurs, surtout lorsqu'on traverse une crise comme celle que nous traversons aujourd'hui. Donc notre entretien, c'était au sujet du combat que nous menons bien sûr pour la lutte contre le sida, mais surtout la santé, l'éducation. Ces secteurs qui sont importants pour lui lorsqu'on est dans ces situations de crise pour maintenir une certaine cohésion sociale. Et je crois que pour moi, en tant que Malien, c'était important de l'entendre de lui et de surtout intégrer cela dans ma dynamique de pensée de tous les jours. Nous savons que cette situation que vit le Mali depuis plusieurs mois au nord a provoqué le déplacement des populations à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Une situation qui peut provoquer la propagation de la maladie du sida. Que dit votre institution là-dessus? Vous savez, nous sommes attristés et je le dis de façon très forte. C'est inacceptable. Nous avons aujourd'hui 50% de la population qui se trouvait sous traitement, je dis bien, donc dans ces parties affectées aujourd'hui par ces crises-là, que ce soit Gao, Tombouctou et même plus au nord, qui n'ont plus accès au traitement. Et nous essayons de faire en sorte qu'avec les services techniques, on puisse les retrouver dans les différentes zones et travailler avec nos partenaires pour faire en sorte que l'humanitaire continue et que ces personnes-là aient accès au traitement. Et nous travaillons avec le Fonds mondial pour faire en sorte que des ressources soient mises à la disposition du gouvernement malien. Et pour moi, c'est important. C'est pendant les périodes de crise, c'est pendant ces périodes difficiles qu'il faut maintenir cette cohésion sociale. Voilà, à l'instant, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. L'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable, c'est la conviction partagée par la présidente de la Commission de l'Union africaine et le représentant spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines arrivé ce jour dans notre pays. Tout à l'heure, nous vous proposerons le reportage de Modibo Mariko sur le sujet. L'Union européenne, de son côté, se dit prête à reprendre sa coopération avec le Mali. C'est une déclaration de l'ambassadeur Richard Zinck qui a participé ce lundi à Ségou au lancement du projet de mobilisation communautaire pour l'eau et l'assainissement. Ce projet d'un montant de plus d'1,8 milliard de francs CFA concerne 5 communes du cercle de Ségou. Le reportage de Kandé Silla. Le projet de mobilisation communautaire pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène est une initiative conjointe des Croix-Rouges maliennes et danoises et de l'Union européenne. Ce projet vise à améliorer la santé et les conditions de vie des communes de Dougabougou, Markala, Sansandeng, Djedougou et de Fatiné dans le cercle de Ségou. Aujourd'hui, nous lançons un programme. C'est-à-dire, le lancement, c'est un promet. On promet qu'il y aura de l'eau pour à peu près 50 000 personnes. La cérémonie de lancement qui a regroupé les autorités régionales, les différents partenaires et les responsables des bénéficiaires a été une occasion d'échanger sur la pertinence de ce projet dont les activités consistent à réaliser des ouvrages hydrauliques et d'assainissement ainsi qu'au renforcement des capacités au profit de 35 villages des communes cibles. Une occasion également pour l'ambassadeur d'assurer les autorités régionales de toute la disponibilité de l'Union à accompagner le Mali dans sa quête de paix et de stabilité. On n'a jamais interrompu l'assistance humanitaire, l'assistance sécurité alimentaire et l'assistance aux communautés de base. Et ce projet ici est un exemple de cet engagement qui continue. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou, Fataouma Koulibaly, et les autres intervenants ont salué ce partenariat fécond qui permettra de contribuer et d'alléger les souffrances des communautés bénéficiaires.
Nous restons en 4e région où le projet Wele Wele vient d'être lancé à Ségou. Plus de 430 millions de francs CFA. C'est le coût total de la réalisation de ce nouveau projet Wele Wele de l'ONG CARE International Mali. Il interviendra pendant 2 ans dans 6 communes des régions de Ségou et Mopti et devra améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes. Reportage de Fousséni Samaki. Ce nouveau projet dénommé Wele Wele, lancé ce matin dans la capitale des Balanzans, de 437 809 441 francs CFA, financé par CARE International Mali en partenariat avec la Commission européenne. Wele Wele vise à contribuer d'une manière soutenable à l'amélioration du pouvoir économique de 1600 femmes et 400 jeunes des communes de Nyono, Sokolo et Djabali dans la région de Ségou, Badjangara, Fakala et Sofara dans la région de Mopti. Ce projet va diversifier les activités économiques des bénéficiaires et faciliter leur accès aux nouveaux marchés et à des nouveaux points de vente sur la route nationale 6. Nous allons accompagner 2000 femmes et jeunes filles et garçons pour développer des activités économiques soutenables en facilitant l'accès au marché tout le long de ces axes routiers. Wele Wele va travailler surtout avec les organisations de femmes. Je demeure convaincue que le partenariat CARE International au Mali avec les ONG maliens constitue une alliance pour soutenir l'autonomisation et la promotion économique des femmes et des jeunes. Selon les autorités de Ségou, ce projet vient à point nommé. Je lance un appel à tous les acteurs, services administratifs et techniques de l'État, collectivités territoriales, organisations de la société civile, secteur privé, à accompagner CARE International au Mali et ses partenaires dans l'atteinte des résultats et impacts escomptés pour le bien-être des populations de notre pays. Autre avantage, ces projets se proposent d'établir les relations d'échange entre les femmes et les filles des autres régions du Mali par la création de centres multifonctionnels pour la commercialisation et la valorisation des produits locaux. Je vous l'annonçais il y a juste un instant, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. C'est la conviction partagée par la présidente de la Commission de l'Union africaine et le représentant spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines, arrivé ce jour dans notre pays. Nkosazana Dlamini Zuma et Zong Yongyua, qui participeront à la réunion de soutien et de suivi sur la situation au Mali, ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tieman Koulibaly. Le reportage est de Modibo Mariko. 72 heures après sa prise de fonction, la première femme présidente de la Commission de l'Union africaine est confrontée déjà au défi. Au premier rang de ceci, la crise au nord du Mali. Déjà à son investiture le lundi dernier, celle qui est réputée femme à poigne et aux convictions panafricaines établies et forgée par les années de militantisme contre l'apartheid, disait ne ménager aucun effort pour résoudre la crise au nord du Mali et dans le Sahel en général. Un cadre tout tracé avec la réunion de soutien et de suivi sur la situation au nord de notre pays qui a lieu ce vendredi. Vous savez, il y a une conférence qui va discuter vendredi de la situation du Mali au Sahel. Je pense que c'est une réunion très importante, surtout que j'ai pris fonction il y a juste 2 jours. Il est donc très important pour moi de prendre au sérieux cette rencontre, car je veux voir le Mali recouvrer sa grandeur, son intégrité territoriale et Mali en paix. Je pense que l'Union africaine peut aller avec le Mali et la CEDEAO. Nous voulons aider le Mali à reconquérir son intégrité territoriale. Nous voudrions l'aider à organiser les élections. Un Mali uni, démocratique. Comme signe de convergence de vues sur la crise au Mali, le représentant spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines est arrivé dans le même avion que la présidente de la Commission de l'Union africaine. M. Zong Yonghua, qui dit soutenir les actions de l'Union africaine et de la CEDEAO, voudrait écouter aussi les points de vue du Mali. La Chine, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est prête à aider notre pays. Nous soulignons que l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali doit être respectée. Et en même temps, nous appelons toutes les parties concernées à résoudre le problème, la crise actuelle, par les voies pacifiques. Et nous s'opposons fermement à toutes sortes de terrorisme et d'islamisme religieux.
Et sur le plan bilatéral, la Chine a déjà offert dans la mesure de ses possibilités des aides au Mali. Et nous suivons toujours l'évolution de la situation malienne et je pense que nous allons accorder davantage d'aide, toujours compte tenu de la situation. Nous soutenons toujours les Africains résoudre les problèmes africains. Donc c'est toujours aux Africains eux-mêmes de résoudre leurs propres problèmes. Donc les aides supplémentaires chinoises seront réalisées dans le cadre de la concertation de l'Union africaine et de la communauté internationale. Nous allons aussi écouter les préoccupations et les autres exigences, les autres demandes de la partie malienne. Donc nous allons nous allons faire nos mieux pour aider le Mali. Les échanges avec les autorités maliennes permettront au représentant spécial du gouvernement chinois de peaufiner sa stratégie d'aide dans le cadre de la coopération aussi bien multilatérale que bilatérale. Mais d'ores et déjà, la présidente de la commission de l'UA et les représentants spéciaux du gouvernement chinois partagent une conviction: l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Voilà, les deux personnalités participeront vendredi 19 octobre à la réunion de soutien et de suivi sur la situation au Mali. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain jeudi 18 octobre 2012 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation et sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Retour à l'actualité régionale, deuxième édition du marathon mondial pour la survie de l'enfance. C'était ce mardi au stade Babemba Traoré de Sikasso où plusieurs enfants de la ville ont couru dans l'espoir de représenter notre pays à la rencontre mondiale. Daouda Diakité nous en dit plus sur ce marathon. C'est le stade Babemba Traoré de Sikasso avec du beau monde qui a servi de cadre pour la seconde édition du marathon mondial de la campagne Tous et chacun pour la survie de l'enfant. Une initiative de l'ONG Save Children qui vise à rappeler aux décideurs politiques et financiers l'urgence d'accélérer le pas en prenant des mesures urgentes et soutenues pour sauver la vie des milliers d'enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année au Mali et dans le monde. Il faut être en bonne santé pour faire du sport, pour travailler, pour contribuer à l'effort national. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord et surtout survivre à la période sensible de notre existence, qui va de la naissance au 5e anniversaire. 70 enfants maliens de 11 à 13 ans, en bouclant les 105 tours du stade Babemba Traoré de Sikasso, ont été les porte-drapeaux du Mali pour rejoindre près de 20 000 enfants dans 40 pays. Une véritable invite à l'endroit de tous. Bon, ça y est, à la développement, ça va vous devenir mon enfant. Alors, mais ni sera girala, à la donner la vie, ni au bar qui a la bateau. La lutte contre ces fléaux a toujours constitué une préoccupation majeure des plus hautes autorités nationales. Elle s'est de ce fait traduite par l'initiation et la mise en œuvre d'actions permettant d'atteindre les objectifs qui y sont assignés. Et le Parlement national des enfants, la Fédération de l'athlétisme, de saluer l'initiative de cette campagne. À l'issue de la course, le Mali se classe 2e africain et 8e mondial. Des kits scolaires ont servi de récompense aux jeunes athlètes de la campagne 2012. Bravo aux coureurs juniors. Les coopératives agricoles nourrissent le monde. C'est le thème de la journée mondiale de l'alimentation. L'événement a été célébré hier à Kita par l'ONG Action contre la faim. Occasion pour les responsables de l'ONG de jeter un regard rétrospectif sur les réalisations jugées satisfaisantes. Ils ont par ailleurs invité les uns et les autres à accompagner les coopératives agricoles en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire. Envoyés spéciaux à Kita, Chemoko Konaté et Abdelrahman Keïta.
un partenaire privilégié du gouvernement dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il s'agit de l'ONG ACF, Action contre la faim. Cette journée commémorative de la Journée mondiale de l'alimentation, placée sous le signe du renforcement des compétences en matière de recherche agricole, a été mise à profit par les responsables de l'ONG Akita pour faire un aperçu des réalisations dans le cercle. Il ressort du rapport d'activité un appui considérable aux couches vulnérables, notamment la jeune féminine dans le cadre du maraîchage et d'autres travaux champêtres. Autre accompagnement de taille, la réalisation de fourrages pour faciliter l'accès à l'eau potable et la distribution gratuite de misola à de nombreux enfants souffrant de la malnutrition. Cependant, le défi reste important quand on sait que le cercle a enregistré un déficit céréalier de 37% au titre de la campagne agricole 2011-2012. Ce déficit dû à la mauvaise pluviométrie a contribué à l'aggravation de la crise alimentaire et de la malnutrition dont les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. La plupart des personnes vivant dans une extrême pauvreté sont tributaires de l'agriculture et en tirent une partie importante de leurs moyens d'existence. Une croissance agricole durable a des retombées sur les pauvres et demeure un outil efficace de lutte contre la faim et la malnutrition. Elle mobilise les petits exploitants, en particulier les femmes qui interviennent dans les jardins maraîchers et font de la diversification des cultures une réalité dans la zone. C'est une journée qui a été décrétée pour permettre au monde entier de réfléchir sur les problèmes liés à l'alimentation et aussi organiser des débats, des conférences pour pouvoir dégager des solutions par rapport à ces difficultés. Pour atteindre la souveraineté alimentaire tant souhaitée, la communauté internationale entend mettre au centre de ses activités les coopératives agricoles, d'où le choix du thème « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Pour faciliter les tâches dévolues à celles-ci, les responsables de l'ONG et les autorités ont invité tous et chacun à jouer sa partition. Direction les États-Unis où a eu lieu le deuxième débat entre Barack Obama et Mitt Romney, un face-à-face qui a permis à Obama d'être plus offensif pour rattraper son retard après le premier. Les sujets invités au débat étaient l'attaque du consulat américain en Libye, l'immigration ou encore les impôts. Et au sortir de cette deuxième confrontation, c'est Barack Obama qui a le plus convaincu les Américains. Barack Obama entre sur le plateau, bien décidé à faire oublier sa mauvaise prestation d'il y a 2 semaines. Cette fois, c'est le public qui interroge les candidats à la Maison-Blanche. La tension monte, l'échange le plus musclé, c'est sur l'attaque du consulat américain en Libye. Mitt Romney accuse le président sortant d'avoir privilégié sa campagne au détriment de l'enquête. Je trouve très inquiétant le fait qu'au lendemain de l'assassinat de l'ambassadeur des États-Unis, le premier depuis 1979, alors que 4 Américains sont morts, alors qu'on ignore ce qui s'est réellement passé, le président, au lendemain des faits, part à Las Vegas pour un gala de collecte de fonds. Barack Obama réplique avec sérénité et virulence. Suggérer que quiconque dans mon équipe, la secrétaire d'État, notre ambassadeur à l'ONU ou qui que ce soit d'autre veuille utiliser cela à des fins politiques alors que nous avons perdu 4 de nos hommes, gouverneur, c'est insultant. Le président américain est bien plus offensif que lors du premier débat. Sur l'emploi, l'énergie, l'immigration, les impôts, il défend sa politique face à un Mitt Romney très précis et très à l'aise. Des millions d'Américains sont devant la télévision. 1h30 plus tard, pour les commentateurs et les téléspectateurs, le vainqueur du débat, c'est Barack Obama. Clairement, c'est Obama. Je pense qu'il a bien affirmé ses idées. Je pense que Barack Obama en sort renforcé. Il était vraiment dedans, il était très agressif, il s'en sort tellement mieux que la dernière fois. C'était vraiment bien, les 2 candidats se sont très bien exprimés et personnellement j'étais très contente de les entendre enfin sur l'immigration. Cependant, je pense que le président Obama a eu le dessus sur le gouverneur Romney. Pour le moment, Mitt Romney et Barack Obama sont au coude à coude dans les sondages. Le 3e round du débat télévisé aura lieu lundi. Ce sera le dernier, avant la présidentielle du 6 novembre.
Retour chez nous, le bureau du vérificateur général et les structures ayant fait l'objet de vérification se concertent à l'hôtel El Farouk. Objectif, définir les concepts clés de vérification financière et de performance. La rencontre est destinée aux gestionnaires des entités vérifiées en vue d'échanger sur leurs attentes, leur rôle et responsabilités. Reportage de Adama Djimdi. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres thématiques que le bureau du vérificateur général a entrepris d'organiser. Cela en exécution de son programme annuel d'activité et du plan d'action gouvernemental pour la modernisation de la gestion des finances publiques. À travers cette rencontre, le VEGAL se propose d'améliorer ses relations avec les structures ayant ou pouvant faire l'objet de vérifications qui sont de 3 types. Une vérification financière qui concerne l'examen de la régularité et de la sincérité des recettes et des dépenses publiques. Une vérification de performance relative à l'examen des structures publiques au regard des exigences d'économie, d'efficience et d'efficacité. Et enfin, une vérification de suivi des recommandations conduites auprès des structures publiques, parapubliques et privées et des collectivités territoriales ont permis d'identifier des irrégularités qui ont considérablement coûté au Trésor public. Notre ministère a été vérifié plus d'une fois. Ça s'est bien passé, mais souvent, il y a, comme on a dit, souvent les échanges, souvent on ne se comprend pas sur certaines tâches. Souvent les échanges sont un peu conflictuels. Ces journées visent à engager des concertations entre le VEGAL et les structures vérifiées afin de mieux collecter et de gérer les ressources publiques. Cette information apportée à votre attention, le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur billetage dès que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois d'octobre 2012. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ au niveau du pôle de Bamako. Les paiements se feront les vendredis 19 et samedi 20 octobre 2012 à partir de 9h au lycée Asker Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ au niveau du pôle de Mopti. Les paiements se feront en même temps que ceux de Bamako les vendredis 19 et samedi 20, lundi 22 et mardi 23 octobre 2012 à partir de 9h au gouvernorat de région pour les 3 régions du Nord. Le directeur général du budget s'est compté sur la bonne compréhension de tous. L'amicale des femmes d'Orange Mali vient de remettre un important lot de fournitures scolaires aux enfants déplacés de Tombouctou et ceux des cris de cœur d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. Ces kits, d'une part, couvriront le besoin scolaire de 1000 enfants déplacés et d'autre part, allégeront les dépenses de leurs parents. Les kits sont composés de sacs, de livres et de cahiers. La cérémonie de remise s'est déroulée cet après-midi dans les locaux d'Orange Mali. Remise de dons aux déplacés du Nord à Bamako toujours. Le collectif Cris de Cœur a offert plus de 2 tonnes de riz, des serviettes, du savon et des vêtements pour bébés à 110 femmes déplacées du Nord. Cris de Cœur apporte ainsi son soutien aux frères venus du Nord qui vivent actuellement dans des conditions difficiles. Né le 5 avril 2012, le collectif Cris de Cœur n'est pas à son premier geste en faveur des ressortissants des régions du Nord. Il a ouvert plusieurs corridors humanitaires en direction de Tombouctou, Gao et Kidal. Cet autre communiqué apporté à votre attention, une assemblée constitutive des ordres professionnels du Mali s'est tenue le 11 octobre 2012 à l'INRSP. Cette assemblée a permis la mise en place d'un conseil national des ordres professionnels du Mali, regroupant les ordres de la santé, des BTP, des finances et 3 ordres de la justice. Un bureau de 13 membres a été mis en place et est présidé par le docteur Oumar Maki Tunkara, président de l'Ordre des vétérinaires du Mali. Le secrétaire général est M. Abdraman Sall de l'Ordre des conseils fiscaux.
Le désert pour seul refuge, c'est le projet lancé par l'association Wallaha en collaboration avec le cinéma numérique ambulant et l'association des jeunes réalisateurs de l'UMOA. Il s'adresse aux enfants des camps de réfugiés au Mali, au Burkina et au Niger. Pour mieux expliquer leur initiative, les organisateurs se sont retrouvés devant la presse à l'Institut français de Bamako. Notre reporter Aloussé Touré y était. Son reportage. Réfugiés ou non, l'homme ne vit pas que de pain. Les enfants déplacés du Nord pourront désormais lire, aller au cinéma, apprendre à dessiner et même à réaliser des films. L'association Wallaha et ses partenaires y ont pensé et mènent déjà des activités dans ce sens. On a lancé un projet qu'on a appelé le désert pour seul refuge. Et le projet consiste à aller sur les camps de réfugiés et de déplacés maliens dans les pays limitrophes et même à l'intérieur du Mali. Et pour aller constituer des bibliothèques pour les élèves déplacés, à constituer aussi, mettre en place des centres de loisirs, ça veut dire avec tout ce qui comporte dedans des jouets, des activités, du matériel d'art plastique, etc. Et à côté, il y aura aussi des ateliers de formation avec, parce qu'il y a différents âges en fait, avec les plus grands pour les ateliers, précisément d'ateliers photo. Les œuvres des enfants déplacés ne se limiteront pas au seul camp de réfugiés. Elles seront présentées dans différents festivals pour porter loin leurs paroles. Le cinéma numérique ambulant et l'association des jeunes réalisateurs de l'UMOA auront beaucoup contribué à l'éclosion de ces jeunes talents. Notre part dans ce projet, c'est faire des projections sur l'assainissement, sur l'hygiène et l'assainissement, faire des projections sur l'éducation sexuelle, faire des projections sur la résolution du conflit. Et bien avant ces projections, nous allons diffuser les films qui sont réalisés dans la journée avec les jeunes du camp et qui seront diffusés en première position, et aussi il y aura le causerie et débat après ces projections. Né en juin dernier, le projet Le désert pour seul refuge s'étendra sur une trentaine de jours. Dans la même lancée, les gestionnaires du Palais de la Culture sont décidés à s'investir pour la promotion des jeunes chanteurs qui ne sont pas encore connus du grand public. Dans le cadre du repérage de jeunes artistes de talent, le Palais de la Culture s'est impliqué dans l'organisation d'un spectacle dénommé Sogoma Dolo. La presse vient d'être informée des nouvelles missions du Palais de la Culture pour la promotion de la culture malienne. Reportage de Adama Koulibaly. Les hommes de la culture chargés de la gestion du Palais de la Culture sont engagés à donner une nouvelle vision sur la grande maison des manifestations artistiques et culturelles. Pour cela, ils demandent l'appui des hommes de la presse. Ces responsables du Palais de la Culture sont à la recherche de jeunes artistes de talent. C'est dans ce cadre qu'ils sont dans des ateliers de répétition d'œuvres artistiques pour animer une grande soirée dénommée Sogoma Dolo, l'étoile de l'aurore. Sogoma Dolo, en soi, est une tentative d'identifier de jeunes talents. C'est un processus de sélection qui a débuté par d'abord une présélection au niveau des régions, et cette présélection a abouti à la sélection des 10 meilleurs candidats qui aujourd'hui, depuis bientôt plus d'une semaine, sont à Bamako pour poursuivre la marche. 10 jeunes artistes repérés vont participer à un concours pour la désignation de 3 lauréats qui seront récompensés financièrement. La soirée Sogoma Dolo est appuyée par le projet de renforcement des capacités et de promotion de l'action culturelle du ministère avec le financement du Royaume d'Espagne. Le bureau exécutif national de l'UNEREC, l'Union nationale des enseignants retraités de l'éducation et de la culture, a constaté avec satisfaction le remarquable, noble, réconfortant travail accompli par certains enseignants du Nord, parmi lesquels beaucoup de retraités qui ont dispensé des cours de rattrapage à Mopti, Sévaré, Gao, Tombouctou, Kidal, aux élèves déplacés candidats aux examens du DIF, du CAP, du BT et du BAC. Le bureau exécutif national les félicite du travail bénévole réalisé et les remercie pour cet acte patriotique.
La lutte contre le banditisme se poursuit dans notre pays avec des résultats. La brigade territoriale de la gendarmerie de Kenyeba a saisi 80 kilos de chanvre indien les 9 et 12 octobre dernier sur 3 individus. Les trafiquants de drogue qui utilisent des motos comme moyen de transport de leurs marchandises pour tromper la vigilance des forces de sécurité ont été appréhendés dans la commune rurale de Dialafara à 85 km de Kenyeba. De Caille, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Joli coup de filet de la brigade territoriale de la gendarmerie de Kenyeba. Ces éléments en poste dans la commune rurale de Dialafara, située à 85 km de Kenyeba, ont saisi en l'espace de 3 jours une importante quantité de chanvre indien. Ainsi, le 9 octobre, Salim Di Alaï Touré, 23 ans, vacancier à Sitakili, et Djigi Djakité, 38 ans, vendeur de pièces détachées à Soguniko, ont été arrêtés alors qu'ils détenaient 22 briques de 2 kg chacune, soit 44 kg. 3 jours plus tard, le 12 octobre, c'est au tour de Mohamed Danyoko d'être appréhendé alors qu'il avait 18 briques de chanvre indien de 2 kg chacune, soit 36 kg. Si on fait le total, les deux séries, ça fait 80 kg de chanvre indien. Les éléments du poste de Dialafara ont procédé à des séries. Suite à plus de déclarations de vol enregistrées au niveau des corps de sécurité. Ces patrouilles sont organisées depuis 3 mois pour lutter contre les braquages qui sont devenus monnaie courante ces derniers temps dans le cercle de Kenyeba. Le lieutenant Marie Dambélé a remercié les populations à travers les élus pour leur collaboration et leur soutien qui commence à produire des effets. Les 3 jeunes gens méditent sur leur sort à la maison d'arrêt de Kenyeba avant qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, la population s'interroge sur l'utilisation des infrastructures de 3 milliards d'euros construites pour accueillir la dernière Coupe du monde de football. En effet, leur entretien coûte très cher alors qu'il n'y a pas de recettes en ce moment. Même si les infrastructures diffusent, il y a des choses positives issues de cette Coupe du monde comme des terrains de football pour les enfants et un meilleur cadre de vie dans la ville. C'est devenu une sorte de pèlerinage. Chaque jour, des dizaines de touristes visitent le stade de Greenpoint à Cape Town, l'un des 6 stades construits pour la Coupe du monde de football en 2010. La prochaine édition se déroulera au Brésil dans 2 ans. Le Brésil, pays de Danilo et sa compagne, qui s'interrogent sur l'utilité de tels travaux. Les gens disent, comme nous allons accueillir la Coupe du Monde, nous devons construire de nouveaux stades. Mais certains pensent qu'au lieu de construire de nouveaux stades, on ferait mieux de construire des hôpitaux et des écoles. Les dépenses de la Coupe du Monde créent encore la controverse en Afrique du Sud. L'événement, certes réussi, a coûté près de 3 milliards d'euros, 10 fois plus que le budget initial. Et la plupart des nouveaux stades coûtent beaucoup plus cher à l'entretien que ce qu'ils ne rapportent. Nous avons accueilli un certain nombre d'événements, pas autant que nous l'espérions. Mais nous avons traversé au moment de la Coupe du Monde et après une grave crise financière mondiale. Mais nous faisons actuellement notre possible. Nous avons des restrictions qui nous interdisent par exemple l'organisation de toute activité commerciale pour rembourser le stade. Mais la Coupe du Monde a également engendré de belles réussites. Parmi elles, ce terrain de foot flambant neuf, situé en plein milieu d'un quartier de Johannesburg à la réputation sulfureuse. Donné par la fondation Johan Cruyff et l'équipe néerlandaise de football, le terrain accueille chaque jour une centaine d'enfants du quartier qui viennent y jouer gratuitement. Au début, je ne pensais pas être capable de rester plus d'1 an. Les enfants étaient incontrôlables. Vous pouviez sentir d'où ils venaient. Il y avait beaucoup de vandalisme et d'intimidation entre eux. Mais maintenant, les gamins de ce projet, que ce soit sur le plan de leur comportement, de leurs valeurs, de leur culture, du respect, vous ne pourriez pas deviner de quel quartier ils viennent. Les bénéfices ne s'arrêtent pas aux infrastructures sportives. Dans le quartier voisin de Bertram, ce sont la voirie et les transports qui ont été améliorés. Avant, Bertram, c'était sale. Maintenant, nous avons des arbres, de l'herbe, des parcs. J'espère qu'ils vont être entretenus. Nous avons aussi un éclairage public, de la pelouse. Même cette rue, avant, le sol, c'était de la terre battue. Maintenant que ça a été rénové, c'est agréable. La Coupe du Monde a également permis de renforcer la cohésion sociale d'un pays marqué par les discriminations raciales.
Le défi pour le gouvernement sud-africain désormais est de consolider le progrès. Voilà l'Afrique du Sud qui accueille en 2013 la CAN. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Demain, dans la mi-journée, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga et le soir, retrouvez Awey Touré. Merci de rester de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci et bonne suite de programme sur l'ORTM.